Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien, ça fait super longtemps que je suis pas venu ici, j'annonce officiellement que je suis de retour sur YouTube, et pour ce retour je vais commencer par parler de Star Wars The Acolyte. The Jedi live in a dream. Stand down! I didn't do it! But an acolyte kills the dream. Star Wars The Acolyte, 2-episode premiere Tuesday, only on Disney+. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo est faite par un fan de Star Wars, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a pour but d'émettre une critique qui soit validée par tous. Ce que je veux dire, c'est évidemment un avis personnel. C'est en ce sens que je vous invite évidemment à réagir en commentaire à ma vidéo, que ce soit sur la réalisation déjà de la vidéo si vous aimez le format, mais aussi pour me dire évidemment si je fais une critique négative et que vous au contraire vous trouvez que ça a été une bonne chose, bah n'hésitez pas tout simplement à me le dire en commentaire. Je vous invite évidemment pour ceux qui découvrent la chaîne à liker cette vidéo, même pour ceux qui la connaissent déjà d'ailleurs. Mais ceux qui découvrent la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Donc Star Wars The Acolyte, c'est vraiment une série qui pour moi est extrêmement paradoxale, et sur l'entièreté de la chose, que ce soit dans les avis qu'elle a reçus, dans sa réalisation, son exécution, dans son écriture. Beaucoup disent que tout est acheté, on n'en est pas là. Je pense que clairement, on n'en est clairement pas là, il y a des choses très positives dans le show, mais en fait le problème c'est que ce show a des choses extrêmement bien, comme il a des choses extrêmement mauvaises. Et je vais commencer par parler du mauvais je pense, et je vais parler du rythme de la série. C'est pas possible pour moi une super production comme Lucasfilm, en plus avec les finances de Disney etc. C'est pas comme si c'était une boîte qui était en faillite ou quoi que ce soit, non, très loin de là. C'est pas possible pour moi de nous proposer une série de 8 épisodes d'une demi-heure. Concrètement on a eu un épisode d'1 heure, le dernier il est de 45 minutes, sinon après ça tourne tout le temps autour de 35 minutes. C'est pas assez, franchement c'est pas assez. Je veux dire, on a les moyens de faire 8 épisodes, faites-nous 8 épisodes de 50 minutes. Là, limite, on est dans les épisodes de Bad Batch, où effectivement on avait 20-25 minutes, mais là on est sur une série animée, donc ça se comprend plus. Mais là, je veux dire, franchement, le problème en plus, c'est que cette série, pour parler du rythme, elle se perd sur des détails qui nous font perdre du temps. On a un exemple, les épisodes flashback. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Honnêtement, c'est même pas The Acolyte qui fait que. Moi, je trouve que les épisodes full flashback, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est vraiment dommage pour le coup pour The Acolyte, parce que je pense que même si je n'aime pas les flashbacks, etc., les épisodes là se voulaient être des épisodes révélateurs pour des plot twists ou pour juste nous révéler du lore, etc. Au final, ça ne marche pas. Parce que certes, la série se veut être un thriller, elle se veut même parfois être horrifique, notamment dans l'épisode 5, mais ça marche qu'à moitié. Et pourquoi ça marche qu'à moitié? Parce que Star Wars est obligé de rester, malgré les volontés peut-être artistiques, de rester quelque chose de tout public. Et le problème quand on fait un thriller tout public, bah, c'est que tout se voit venir à des kilomètres, parce qu'on peut pas être complètement dans le mystère, et en même temps, on doit pas perdre les spectateurs plus jeunes en fait, qui sont plus jeunes ou même qui potentiellement ne comprennent juste pas ce qui se passe. Les séries, c'est rarement le grand public qui les regarde, alors même si Star Wars effectivement, il y a quand même des millions de personnes qui ont regardé The Acolyte, et il y a aussi des personnes effectivement qui ne sont pas forcément des fans hardcore qui ont regardé. Et évidemment, il faut pas leur fermer la porte à ces gens-là, c'est pas ce que je dis. À un moment, bah, on veut s'essayer à faire des films entre guillemets ou des séries de genre, je mets des guillemets quand même, mais qu'on va être extrêmement bloqué et extrêmement... voilà, ça va... Le problème c'est que regardez, je vais prendre un exemple tout bête, mais Sol, je vais prendre le personnage de Sol, qui est un excellent personnage pour le coup dans cette série je trouve, mais on sait dès le début qu'il a fait une couille à un moment. On essaye de nous le révéler dans l'avant-dernier épisode justement flashback qu'il a tué la mère de Chat, mais franchement ça se voit à des kilomètres. C'est pas parti en live comme ça, hop, d'un coup d'un seul, ils ont décidé que... Et on sent que Sol, tout au long de la série d'ailleurs, il éprouve une énorme culpabilité auprès de Mei et Osha. Pourquoi un Jedi, qui d'ailleurs dans la prélogie ont beaucoup été critiqués pour être des personnes sans émotion, aurait justement autant d'affect envers une personne, si ce n'est qu'il ait fait une erreur à un moment donné? Donc vous voyez, l'erreur de Sol par exemple, ça illustre parfaitement mon propos. C'est un moment que la série a voulu nous cacher. D'ailleurs, je vais en profiter, on parle du meurtre de Sol sur Anis Seiya, mais honnêtement, ce personnage m'insupporte, je l'ai vraiment pas aimé. Anis Seiya, je trouve que c'est un personnage qui est mal fait, il est mal écrit, et en plus il est Osef. Honnêtement, quand il est mort, bah déjà on le sait qu'il va mourir. Il y a vie, The Acolyte n'existe pas, vous voyez, c'était vraiment le point culminant et qui était obligatoire. Mais le souci c'est que dans cette situation, quand un personnage meurt ou qu'on sait que sa destinée est scellée, on n'est pas obligé d'en faire un personnage nul. Je vais prendre un exemple bête, mais Andor, il meurt à la fin, point final, la série sort, est-ce que ça a empêché les gens de s'attacher au personnage? Non, parce que le personnage est bien écrit.
Et là, Anis Seiya, en fait, dans la finalité, moi je trouve que c'est hyper brouillon. Et en plus, honnêtement, l'actrice n'a pas fait non plus pour mettre les gens dans sa poche. Quand on vient à la Star Wars Célébration et qu'on balance que Star Wars c'est juste une saga patriarcale et que son personnage à elle, il va remettre les choses au clair en mode attention, c'est le gros personnage féminin. Non mais ce personnage n'atteint même pas la cheville d'un personnage comme Leia Organa ou même comme Padmé, qui elles sont des personnages de femmes fortes, des leaders et des personnages qui inspirent les gens. Mais honnêtement, le personnage d'Anis Seiya, est-ce qu'il va inspirer les gens? Absolument pas. Est-ce qu'il balance une philosophie à un moment donné? Absolument pas. Qu'est-ce qu'il apporte ce personnage? Rien du tout. Ce n'est qu'un personnage de support émotionnel pour justifier le fait que Osha va partir en live à la fin de la série. C'est tout. C'est strictement tout. C'est un personnage qui est complètement insignifiant, et d'ailleurs tout comme les sœurs. Alors il y a la volonté, il y a une volonté de nous imposer une nouvelle culture, de nous montrer des sorcières de l'espace qui sont clairement inspirées des sorcières de la nuit. Ça ne peut pas marcher, on comprend que c'est juste un prétexte pour nous introduire certains éléments aussi du lore, comme les vergences, ou même nous impliquer plus ou moins dans une création de vie, etc. Enfin, la volonté de dire qu'elles ont créé la vie, on comprend où elles veulent en venir, on n'est pas bête, on n'est pas dupe, on a déjà vu les films Star Wars, on sait que plus ou moins ça va tourner autour de Dark Plagueis. Plus ou moins. D'ailleurs, lui, je vais y revenir. Je vais y revenir à Dark Plagueis parce que j'ai un énorme problème avec son introduction dans la saga. Vraiment, j'ai l'impression d'être le seul pour le coup là-dessus. Mais moi, il y a quelque chose qui me pose problème avec Dark Plagueis. Mais en tout cas, voilà, pour revenir aux sœurs, aux sorcières, elles ne servent à rien. Elles ne servent juste, et toutes, hein, pour le coup, elles ne servent qu'à être un support émotionnel pour la personnage principal. Et c'est quand même dommage. Et je pense d'ailleurs, en parlant de personnage principal, qu'on aurait clairement pu se passer, en fait, clairement, de Osha et May. Pas que Amandla Stenberg fait un mauvais boulot. Loin de là, je trouve que l'actrice est plutôt convaincante. Pour le coup, j'ai trouvé convaincante et plus ou moins impliquée dans son rôle. Et ça, c'était vraiment cool. Mais en fait, quand on voit les autres personnages, comme Saul ou Kimir, je trouve que eux deux, ils crèvent l'écran. Ils crèvent l'écran. Kimir, il a du charisme. Quand il se bat, c'est violent. Il a un style vraiment à lui. C'est vraiment un personnage qui, je trouve, est extrêmement abouti, Kimir. Tout comme Saul, d'ailleurs. Bon, Saul, sa destinée à la fin de la saison, c'est la mort, forcément. Ça aussi, on va en reparler, parce que la mort de Saul, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais au final, Kimir, regardez Kimir, c'est quand même un personnage... Franchement, Manny Jacinto, il fait un travail de fou. Je trouve qu'il est charismatique. Et franchement, j'ai hâte de voir, parce qu'il y aura clairement une saison 2. Malgré les mauvaises critiques, etc. Il y aura une saison 2. Et c'est un des personnages qui m'intrigue le plus. Clairement, c'est un des personnages qui m'intrigue le plus. Est-ce que c'est le premier chevalier de Rennes? Est-ce que c'est l'apprenti de Dark Plagueis? Qui il est réellement? Au final, il s'appelle l'étranger. C'est le nom du personnage lorsqu'il a son masque. Au final, ça prend tout son sens parce que, en réalité, on en sait sur lui, on en sait plus sur lui, certes, que c'était l'ancien apprenti de Vernestra, etc. Mais on ne sait toujours pas réellement qui il est. Alors moi, j'ai espoir que la saison 2 se focus sur lui, parce que pour moi, c'est sur lui que la série aurait dû directement se focus, en fait. The Acolyte, le nom, il n'est pas là pour rien. Mais en réalité, si on y pense bien, peut-être qu'au début, c'était lui le personnage principal. Peut-être que c'était pas forcément le personnage d'Amandla Stenberg, et peut-être qu'il n'y avait pas toute cette histoire avec les vergences de force, etc. Peut-être que de base, on voulait vraiment faire quelque chose de plus violent, et ça justifierait d'ailleurs le changement de logo de la série The Acolyte. Souvenez-vous, au début, on avait un logo très rouge avec un gros trait de sabre dedans. Au final, ça a changé 3 mois avant à peu près. On a changé le logo et on s'est retrouvé avec un logo plus épuré. J'aurais dit qu'il fait plus justement enquête, mystère, etc. On est moins passé sur cet aspect violent. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements de plan côté Lucasfilm ou du côté de la showrunneuse? C'est possible. Mais en tout cas, ouais, je pense que la série aurait clairement dû se baser et suivre Kimir. Et je pense que vraiment, on aurait eu une série de fous. Vous imaginez juste suivre un mec comme Kimir qui massacre des Jedi. Franchement, ils auraient pu, en plus, ne pas se compliquer la vie. Ça aurait empêché justement les cafouillages. Parce que le système de vergence de force, bon, pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, ça rejoint un petit peu, vu qu'on sait que maintenant May et Osha sont la même personne. À partir du moment où on sait que c'est une vie qui a été créée artificiellement, et que pour ceux qui ont déjà joué à SWTOR, vous avez déjà vu plus ou moins ce genre de choses, avec Revan notamment, qui lorsqu'il décède, a une partie de lui qui revit, c'est avec une manipulation de Vitiate, donc on retrouve plus ou moins cet aspect avec May et Osha, d'une personne qui est séparée en deux, etc. Et puis de toute façon, les sœurs n'arrêtent pas de se le répéter, nous sommes deux mais nous ne formons qu'un. Au début, c'est vrai que peut-être que dans le premier épisode, on peut se dire, bon, c'est parce qu'elles sont très proches, etc. Mais au bout d'un moment, on commence à capter, parce que c'est vrai que quand elles sont enfants, vous remarquerez, ce n'est pas la même personne. Pour le coup, c'est pas la même actrice.
ça doit être des jumelles, etc. Donc c'est pas la même actrice du tout. Par contre, quand elles sont adultes, à ce moment-là, ça devient forcément Amandla Stenberg qui joue les deux. Donc là, je trouve que quand on est dans la phase adulte, on devine forcément que oui, c'est la même personne. C'est clairement la même personne. Donc encore une fois, c'est un moment où The Acolyte échoue dans son côté thriller et dans son côté enquête, parce que tout ce qu'ils veulent nous faire révéler, tout ce qu'ils veulent nous cacher, entre guillemets, bah on le devine vraiment hyper rapidement. Si on connaît un petit peu l'univers de Star Wars, on le devine rapidement. Alors après, je serais curieux de savoir, quelqu'un qui, peut-être dans les commentaires pourrait m'expliquer son point de vue, quelqu'un qui ne regarde pas forcément Star Wars ou qui a vu les films et qui s'est laissé tenter par The Acolyte, si lui avait deviné assez rapidement aussi. Dans le cas où une personne me dit ça, c'est que vraiment les showrunners ont chié partout, c'est-à-dire qu'aucune cible n'a été touchée, les fans ils ont tout compris, et les non-fans entre guillemets ont aussi tout compris très rapidement, donc ça veut dire que la série dans ce cas-là, l'histoire principale elle est captée par tout le monde dès la moitié de la série, et basta, donc on a perdu énormément de temps. Après je voudrais aussi parler d'un autre souci, c'est pour moi la répartition du casting. Je veux dire, la série pour le coup, on a des acteurs comme Carrie-Anne Moss, Dean Charles Chapman, et pourtant, on les utilise dans des personnages qui sont insignifiants. Punaise, le personnage de Torbin, joué par Dean Charles Chapman, je veux dire, le gars est une personne qui a joué dans 1917, etc. C'est un acteur confirmé. Pourquoi on lui donne un personnage aussi mal écrit? Je veux dire, que ce soit dans le passé, le gars est un padawan qui est lâche, qui a peur, qui n'est clairement pas fait pour cette mission. Donc tu te dis, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fout là initialement, le type? Parce que quand tu t'aventures dans une mission pour trouver une vergence de la force, tu sais qu'il y a des risques, tu sais qu'il y a une manipulation qui est pas normale quand t'es un Jedi. Donc ça veut dire que son maître, le maître Indara, elle se dit pas, bah mince, j'aurais peut-être laissé mon apprenti, parce qu'en fait c'est effectivement lui qui va créer un peu le désordre, c'est lui qui va se faire prendre, qui va se faire manipuler par Anis Seiya. Enfin je veux dire, il y a énormément de problèmes avec ce personnage, même dans la phase où il va se faire tuer, personne ne comprend. Pourquoi après les événements il fait un vœu de barrage et puis il s'exile et au final il sort de son vœu pour se suicider, enfin ça n'a pas de sens. C'est pas lui, en soi certes il a été le plus faible dans cette histoire, mais celui qui a réellement foutu le bordel, c'est Saul. C'est pas lui. Lui, il a peut-être eu la fougue à un moment donné, etc. Mais c'est pas lui qui a assassiné quelqu'un de sang-froid ou quoi que ce soit. Alors pourquoi on se retrouve avec un personnage aussi nul pour un acteur aussi bon? Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement frustrant. Et le maître Indara, c'est la même chose. Et ça revient au même concept que Anis Seiya. C'est un personnage qui meurt dans le premier épisode, donc on sait que sa destinée est scellée. Mais, encore une fois, dans les flashbacks, on s'en tape, concrètement. Elle n'apporte rien, elle ne sert pas à grand chose à part, encore une fois, elle va mentir. Ok, c'est ce que Saul voulait faire plus ou moins, même s'il est en mode, ah, je vais peut-être me dénoncer, nanana. Elle a dit non, on va mentir. Ok, fin de l'utilisation du personnage. Elle a rempli son job, elle ne sert plus à rien, elle est morte, de toute façon, on s'en fout. Voilà, c'est un peu... Et c'est le problème avec énormément de personnages si bien. Et pas forcément dans leur mort, mais c'est que beaucoup de personnages ne sont limités qu'à être des utilisations pour justifier une certaine chose. Et à aucun moment on prend le temps de réellement leur donner un background, de leur donner du lore, ou de leur donner un réel intérêt. Parce que comme je l'ai dit, les seuls personnages qui ont eu de l'intérêt dans cette série, à qui on a réellement voulu développer les choses, c'est Kimir, c'est Saul et Jumelle. C'est les jumelles. Et c'est les 4 personnages qui honnêtement sont intéressants à suivre. Le reste on s'en fout. Yord, le personnage de Yord, avec son sabre jaune, etc., il a une bonne dégaine, mais au final il sert à rien, il ne sert qu'à mourir. Il ne sert qu'à mourir. Jackie, l'apprentie de Saul, pareil, elle ne sert à rien. Elle sert à mourir et à créer aussi un choc émotionnel chez Osha qui l'aimait plutôt bien. Donc voilà, encore une fois, c'est le problème des personnages, c'est qu'ils ne sont réduits qu'à une utilisation et non à un développement concret. Et quand je vais revenir justement à la mort de Saul, je trouve que c'est honteux d'avoir fini cette personne de cette manière. C'est-à-dire que toute la série, Kimir dit à Mai, il faut réussir à tuer le Jedi sans armes. Donc plus ou moins on commence à comprendre que c'est avec la force. Le problème c'est que déjà elle n'y arrive pas alors que de manière complètement évidente elle la maîtrise. Enfin du moins elle sait l'utiliser. Mais en plus de ça, dans la finalité c'est Saul qui finit juste étranglé quoi. Il finit étranglé, certes sous la rage d'Osha, grâce, comme je l'ai dit, à l'utilisation d'Anis Seiya comme un personnage de support émotionnel. Mais franchement, enfin, c'est quoi cette mort? C'est quoi cette mort? Moi j'aurais préféré voir... En plus on est dans un moment d'extrême émotion où Osha elle arrive carrément à faire saigner son cristal en pleine action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment de rage, etc. extrême. Et au final, tu te dis, bah elle va prendre le sabre, elle va le détruire. Non, elle l'étrangle juste et voilà, il ragdoll. Il n'y a pas d'autre mot, on aurait dit un ragdoll dans un jeu. On aurait dit dans Skyrim quand on tue quelqu'un et puis qu'il tombe de manière un peu ridicule, bah c'était la même chose.
Et c'est franchement dommage parce que ça manque d'impact pour un grand personnage. Pour le coup, Saul, je trouve que ce soit l'acteur, excusez-moi, j'ai oublié son nom, c'était aussi nickel. Il a fait énormément d'efforts parce que c'est vrai que dans la VO, j'ai vu beaucoup de monde qui se moquait de son accent, mais honnêtement, le gars a fait de l'effort. Il a rendu son personnage vivant et sa prestation est plus qu'honorable. La prestation est plus qu'honorable et même très bonne. Moi, je trouve que, comme j'ai dit, Saul et l'acteur de Kimir, Manny Jacinto, sortent du lot. Maintenant, nous allons nous attaquer à un autre souci qui n'est pas des moindres, puisqu'en réalité, c'est un caméo qui est extrêmement important pour la série, peut-être même pour l'univers Star Wars pour le coup, c'est l'arrivée de Dark Plagueis. Et au début de la vidéo, je vous ai dit que je n'avais pas du tout aimé la chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je comprends pas qu'on l'ait réduit à un caméo. Je trouve ça déjà extrêmement décevant. Pour moi, c'est quand même un personnage qui, certes, n'était pas au premier plan, mais au second plan, comme j'ai dit, avec la création d'Osha, Mae, tout ce genre de choses. Puis même, Kimir, il a forcément quelqu'un qui le suit. Je pense que c'était un personnage qui était extrêmement important pour le second plan. Donc pour moi, on aurait dû déjà jouer sur sa puissance. On aurait dû jouer sur le fait que c'était une menace, que c'était quelqu'un aussi de très sage. Quand même son nom dans Star Wars 3, Dark Plagueis le sage, c'est pas pour rien. Là au final, on a un vieux caméo derrière des rochers. Et franchement, 2 secondes avant, Kimir et Osha y sont. Mais il était où lui? Il était où pendant tout ce temps en fait, Dark Plagueis? Il se planquait? Il se planquait derrière un tonneau? Il faisait quoi? Que faisait-il? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et au final, c'est un vieux caméo qui nous le révèle, quoi. Je veux dire, moi je m'attendais honnêtement, quand ils sont retournés sur Brendok, à ce que Dark Plagueis se pointe et que ce soit lui qui annule toute la troupe de Jedi. En plus, franchement, Dark Plagueis versus Vernestra, je pense que ça aurait de la gueule. Et au final, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur juste un caméo entre 2 pierres. On voit son œil, ok, bah c'est pour dire que oui, effectivement, il est là et oui, il va avoir un rôle dans la saison 2. Je l'espère qu'il aura un vrai rôle et que ce sera pas juste un caméo pour dire regardez, il existe. Parce que franchement, pour une introduction, je trouve que c'est limite quoi. Pourquoi un caméo? Franchement, pourquoi un caméo? Pour moi, ils auraient dû l'utiliser dans un enjeu scénaristique. Le problème, c'est qu'encore une fois, la série a tellement perdu de temps sur des insignifiances comme, comme j'ai dit, les histoires des sorcières, etc., qu'on n'a plus de temps pour Dark Plagueis. Et du coup, on se retrouve avec un caméo. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Voilà, c'est pas normal. Franchement, il y a eu une mauvaise gestion du temps et du rythme de la série. Et pour moi, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible dans une série qui s'appelle The Acolyte, qui se veut être dans la Haute République. Donc vraiment, au moment où Dark Plagueis a potentiellement, et du coup a exercé, qu'on le limite à un simple caméo, quoi. Alors certes, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de lore derrière lui. Il y a eu un roman. Le roman, il me semble qu'il n'est plus canon. Et en plus de ça, en réalité, dans le canon, du coup, ça en resterait qu'une phrase de Palpatine dans Star Wars 3. Mais je veux dire, quand il la prononce, cette phrase, dans Star Wars 3, Palpatine, le spectateur, il comprend. Avec cette phrase, il comprend que le gars est quelqu'un de très fort. Déjà, quand Palpatine dit à Anakin qu'il pouvait créer la vie, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur et qu'il pouvait aussi la détruire. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on a quand même des fondamentaux qui sont extrêmement forts. Même Anakin, sur le coup, est lui-même très surpris et très choqué. Il comprend la puissance qu'avait Dark Plagueis, le spectateur aussi. Alors pourquoi on se fait chier à nous en faire un caméo? On sait, on le sait, utilisez-le putain. Qu'il arrive face à Vernestra et toute sa bande, et qui d'un pouvoir de force, vous imaginez d'un pouvoir de force, il élimine toutes les squads. Ça aurait été tellement fort, tellement puissant. Et là, t'introduis un personnage. Et il n'a pas forcément besoin non plus d'avoir énormément de dialogue. Tu arrives, tu montes la puissance, point. Tu vois, et puis en plus Vernestra après elle part, ça aurait pu orienter pour la saison 2 en disant waouh, attendez, là il y a vraiment des sites, il faut orienter la chose. Mais non, bah non. Dans la même série des caméos, on a le caméo de Yoda à la fin, bon c'est cool de le voir, mais encore une fois, Vernestra s'en va pour lui dire plus ou moins la vérité, donc ça veut dire que Yoda serait un peu complice dans Star Wars épisode 1 d'une sorte de haute trahison. Vous voyez, dans le sens où il dit oui mais les sites n'existent plus depuis des millénaires, etc. Puis là d'un coup d'un seul, quelqu'un vient le voir 200 ans plus tôt en lui disant écoute, j'ai un élève, bon bah il est passé du mauvais côté, etc. Alors officiellement on va dire c'est un utilisateur du côté obscur. Alors ok, oui, ce n'est peut-être pas un site à proprement dit, mais quand même, dans le sens où ça existe. Après on sait très bien que dans la suite on n'aura clairement pas une dualité entre Yoda et Dark Plagueis si imaginons ils sont vraiment utilisés. Étant donné que si effectivement il y a une dualité entre les deux, ça voudrait dire que Yoda pour le coup est au courant de l'existence des sites et qu'ils existent toujours surtout, parce que qu'ils soient au courant de l'existence c'est plutôt normal, mais qu'ils soient toujours en activité, et ça voudrait dire que du coup là dans Star Wars épisode 1 il y a vraiment un souci là d'incohérence, et là ça deviendrait un petit peu compliqué, même si après on sait que Yoda, bon, il aime bien faire des cachotteries, on l'a bien vu dans The Clone Wars, donc c'est pas non plus la personne peut-être la plus honnête, mais quand même faut pas non plus trop pousser à la haute trahison justement. En parlant de points positifs, moi j'ai été content de voir Ki-Adi-Mundi, j'ai vu que ça avait beaucoup fait réagir par rapport à son âge, etc.
je pense que les gens ont un petit peu oublié de situer la chose, c'est que l'âge de Ki-Adi-Mundi qu'on connaissait n'était pas officiel, il était dans l'univers légende, certes il était clairement pas né à cette époque-là, mais dans le canon, en réalité, que ce soit sur sa race ou bien sur sa personne, on n'avait aucune réelle information en termes de temporalité. Donc de voir Ki-Adi-Mundi avoir plus de 200 ans, ça me choque pas du tout, en sachant que le mec a quand même 2 cerveaux, donc au bout d'un moment, c'est un peu logique qu'il ait une très longue durée de vie. Et en plus de ça, on sait que dans la culture, etc. de cette race, c'est plutôt bien vu de vieillir, justement. Et donc ouais, non, moi ça m'a pas choqué, et en plus de ça, j'ai vu des gens qui disaient que ça faisait de lui un coupable de haute trahison, justement, dans Star Wars épisode 1, parce que il est au courant qu'il y a un problème. Alors oui et non, parce qu'au moment où on le voit, ils ne savent pas clairement si c'est un Sith, et ils ne savent pas clairement non plus si c'est un utilisateur du côté obscur. Ils partent mener une enquête, mais c'est le seul moment où Ki-Adi-Mundi est réellement au courant. Après, le reste, tout est caché, donc non, Ki-Adi-Mundi en soi n'est pas coupable d'une haute trahison. Moi j'ai trouvé le caméo très cool, et en plus de ça, ça rajoute du background à un personnage qui honnêtement, dans la prélogie est là, cool. Même dans The Clone Wars, c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est cool. Moi j'ai trouvé ça sympa en tout cas de le voir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la série, c'est qu'elle a utilisé énormément les races aliens. C'est vrai que dans certaines séries, je trouve que, même si c'était du bon Star Wars, on avait quand même un manque d'utilisation des aliens, etc. C'était beaucoup des humains, et je trouve que Star Wars c'est aussi l'essence de Star Wars, c'est d'avoir justement un peu de tout, et je trouvais ça très cool justement de voir même un Selkas. On a eu l'introduction des Selkas, et ça c'est vraiment sympa pour les fans de KOTOR, et en plus de ça, moi j'aime bien cette race en particulier, je la trouve fascinante. Après dans Star Wars Knights of the Old Republic, c'était ma planète préférée à jouer, Manaan. D'ailleurs, je crois que je suis un des seuls à aimer cette planète. Dites-moi aussi dans les commentaires, tiens, si vous avez joué à KOTOR, si vous aimez cette planète. Mais ouais, non, je trouve que franchement, en termes de bestiaire, etc., la série est ultra riche. Même Basile, le tracker, etc., je trouve ça vraiment intéressant. Sur certains points, comme j'ai dit, la série, quand elle veut faire du bon, elle est capable de faire du bon. Comme dans les combats. Les combats, malheureusement, on n'en voit pas assez, mais qu'est-ce qu'ils sont bien chorégraphiés. C'est bien fait, franchement. Pour un peu rejoindre le fait qu'il y a un bon bestiaire et des bons duels, je suis un peu sur ma faim par rapport à Kelnaka. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir un duel au sabre laser avec Kelnaka, parce que déjà de voir un Wookiee Jedi c'est extrêmement rare, en plus en live action ça l'est encore plus, et de le voir manier son sabre laser contre un autre, j'aurais bien aimé. Paraît-il qu'il y avait un combat entre Kimir et lui dans l'épisode 4 qui a été coupé. Après je peux comprendre qu'il l'ait coupé, parce que le problème c'est que justement si on veut garder ce côté horreur, il fallait utiliser ce côté mince. Il est mort d'un coup comme ça, personne ne l'a vu venir, etc. Si on avait vu le combat, ça aurait certes rajouté du spectacle, ça n'aurait pas manqué de spectacle d'ailleurs, mais le problème c'est que ça aurait coupé cet aspect horrifique, donc je comprends qu'il ait été cut, mais je pense que bon, ça aurait été sympa même face aux sorcières de le voir plus avec son sabre laser que de le voir posséder directement et essayer de tabasser le personnage de Torbin et de Saul. Mais non, franchement j'ai trouvé que la série, pour le coup tout n'est pas acheté, pour conclure un petit peu cette vidéo. Tout n'est pas acheté, la saison 2, il faut voir comment ça va être fait. Je pense qu'il faudrait plus de supervision, c'est-à-dire peut-être proposer à Leslie Edland d'être suivi plus par des personnes comme Dave Filoni, Jon Favreau, des personnes qui en tout cas ont eu une expérience avec Star Wars positive et qui ont su faire des bons shows et qui savent encore à l'heure actuelle nous pondre des bonnes choses justement, qui sont très très impliqués artistiquement et créativement. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être un peu plus lui donner du contexte, et dans ce cas-là lui donner des personnes qui pourraient un peu plus superviser la chose pour justement pouvoir écrire des personnages plus attachants, qui ne soient pas limités à juste être des fonctions. Parce qu'en plus là, à la fin, on a quand même un début de relation maître-apprenti entre Kimir et Osha, mais on a aussi l'air d'avoir un début de relation plus ou moins sentimentale entre les deux. Et ce serait bête de gâcher la chose, je pense, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc en effet, je pense que pour la saison 2, il faudrait peut-être plus s'impliquer dans l'écriture des personnages, retrouver un rythme correct, c'est-à-dire que normalement, je dis bien normalement, on en aura fini avec les flashbacks, et j'espère honnêtement qu'on en aura fini avec les flashbacks, mais surtout qu'on retrouve une écriture de personnages digne de ce nom, qu'on s'attache aux personnages, ou qu'on les déteste réellement. Par exemple, dans la série, on veut nous faire passer les Jedi pour des personnes plus nuancées. Le problème, c'est que ce n'est pas très fin. Pour moi, ça doit rester fin, vous voyez. Ils doivent faire des erreurs, mais ça doit pas être... ils doivent pas devenir juste des gros cons. Donc je pense que c'est pour ça, une supervision serait bien pour Leslie Edland, pour qu'elle puisse avoir des personnes qui ont déjà de l'expérience, etc. Et puis recentrer l'intérêt de la série, tout simplement. On est dans une série qui s'appelle The Acolyte. Faites-nous suivre Kimir. Il faut arrêter de nous centrer, parce que c'est pas vraiment centré, c'est tout le temps mi-figue mi-raisin. On a un petit peu de Jedi quand même, on a un petit peu de Sith, on sait pas trop. Non, on est dans The Acolyte, on regarde The Acolyte parce qu'on veut voir des Sith, point.
Donc vous nous mettez Kimir, on veut voir Dark Plagueis, les Jedi doivent rester pour être une forme d'opposition forcément, mais ils ne doivent pas prendre le temps d'écran. Et après, évidemment, pour le développement d'Osha, ils font continuer, mais tout en la laissant cette fois-ci dans la voie de The Acolyte, donc dans la voie du côté obscur, et de pas commencer à continuer à la faire hésiter, je sais pas trop, non mais c'est pas bien, nanana, non. Point final, tu t'es engagé dans la voie, tu n'en sors plus. Voilà, moi je pense que c'est un peu les recommandations que je donnerai pour cette saison 2. Je suis un petit peu inquiet, je ne vous mens pas, parce que j'ai peur que ça fasse pire que mieux, et que ça puisse détruire vraiment des choses par contre dans l'histoire du lore, etc. Mais en même temps, je pense que les critiques vont être entendues, je l'espère, et que Lucasfilm ainsi que Leslie Land vont reprendre la main sur le projet et pouvoir justement améliorer la chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait une, elle va être un peu longue, j'en suis désolé, je vais essayer de faire un maximum de cuts. Il y a peut-être des sujets que j'ai pas pu aborder dans la vidéo parce qu'elle prend déjà assez de temps, etc. Donc c'est pour ça, je vous invite, comme je l'ai dit en début de vidéo, à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et surtout à lâcher un commentaire en me donnant votre avis sur la série, votre avis sur la vidéo, et peut-être même des conseils pour une future vidéo, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi, ciao.